Bonjour et bienvenue dans Sans Toi, le podcast qui donne la parole aux orphelins. Des hommes et des femmes qui se sont construits malgré l'absence d'un père, d'une mère et parfois de leurs deux parents. Ils ont accepté de partager avec moi leur histoire et de servir de porte-voix à ces enfants qui représentent près d'un jeune par classe en France. Un podcast soutenu par Psychologie Magazine et réalisé grâce à la fondation OCIRP, dont l'objectif est de faire connaître et reconnaître la situation des jeunes orphelins en France. Que provoque ce deuil précoce dans la vie d'un enfant ? Comment mieux le soutenir et l'accompagner ? Dans quelle force puisse-t-on pour se construire ? Je suis Sarah Dumont, fondatrice de Happy End, le site qui invite à vivre en paix avec la mort, et c'est pour lever le tabou sur les orphelins que je suis allée rencontrer Léa, 28 ans, qui a perdu son père à l'âge de 11 ans et sa mère 8 ans plus tard. Deux drames successifs qui ont longtemps ébranlé sa confiance en l'avenir. Mon père a été diagnostiqué d'un cancer du poumon l'année de ma 6e. C'était l'hiver. La maladie était dans sa phase terminale et donc il était vraiment en fin de vie. Mais ça n'a pas été dit clairement à ma sœur et moi. Du coup, je l'ai vraiment vu malade assez peu de temps. Il a été hospitalisé à la fin. J'étais pas près de lui. Je l'ai même pas vu dans sa chambre d'hôpital. Je l'ai eu au téléphone. Et je suis donc rentrée de week-end, j'étais avec une amie, et en rentrant chez moi, il y avait quelque chose de lourd qui planait dans l'air. Ma mère nous a fait asseoir avec ma sœur dans le salon. Il y avait quelque chose d'un peu solennel, d'un peu grave qui était dans l'atmosphère. Et c'est à ce moment-là qu'elle nous a annoncé que notre papa était au ciel. C'est les mots qu'elle a employés. Ça a été vraiment une déflagration, une explosion de douleur atroce. Le monde s'effondrait brusquement. En l'espace de 3-4 mois, on n'avait plus de papa. Et j'ai notamment hurlé cette phrase qui est « je suis toute seule ». Aujourd'hui, avec le recul, ça m'étonne un peu d'avoir prononcé cette phrase en particulier, parce que, en l'occurrence, je n'étais pas seule dans la pièce. Pourtant, c'est cette phrase qui est venue. Cette idée d'une solitude absolue, que dès maintenant qu'il était parti, qu'il était plus présent, mon père, que désormais j'allais devoir continuer ma vie seule. C'est la première chose que j'ai dite, entre deux hurlements et deux pleurs. C'est sorti vraiment comme une évidence. Je me suis projetée sur le sol, en pleurant. Je n'ai pas réussi à m'arrêter de pleurer pendant les 2 jours qui ont suivi, jusqu'à ce que je lui rende visite au funérarium, ce qui a été un peu l'étape assez crucial de ce décès pour moi, parce que effectivement ça a rendu la mort vraiment très concrète et très réelle. C'est vrai que j'ai vraiment souhaité le voir, c'est un choix que j'ai fait. J'ai pas été forcé ou même encouragé, c'était important pour moi d'y aller, de le voir. C'est un moment qui m'a énormément marqué, peut-être encore plus que l'annonce du décès, parce que ça a été le moment où j'ai été confronté à lui et à son absence, au fait qu'il était plus qu'un corps sans vie, Je me souviens de l'arrivée au funérarium. J'ai été accueilli par la personne qui travaillait à l'accueil de ce funérarium, qui m'a dit cette phrase que je trouve assez parlante. La personne que tu vas voir, ce n'est pas vraiment ton papa. Là, aujourd'hui, je comprends mieux ce qu'elle a voulu dire par là. Parce qu'effectivement, quand je suis rentré dans la pièce, il ne dormait pas, C'était très clair que c'était un corps dont la vie était partie. Et moi, je suis entré dans cette pièce et c'est vrai que je m'attendais pas à trouver du monde. Il y avait au moins 4, 5, 6 personnes présentes, des personnes dont j'étais pas spécialement proche, et donc ça m'a dérangé. Je savais pas trop déjà comment me comporter, comment est-ce qu'on se comporte avec une personne morte, et en l'occurrence mon père. Je me souviens du bout de ses oreilles violacées, qui était aussi quelque chose qui m'avait vraiment, qui m'a un peu sauté aux yeux, parce que je crois que le maquillage n'avait pas été appliqué correctement sur le bout de ses oreilles. C'était vraiment une rupture très brutale, un gros choc. J'ai réussi à mettre ma main sur son bras, mais vraiment ça m'a coûté, mettre ma main sur son bras très très glacé et comme un parpaing de glace. Et j'ai pas osé faire plus, J'avais l'impression même qu'il allait sauter du brancard sur lequel il reposait. Ma mère n'a pas demandé aux personnes qui se trouvaient dans la pièce de sortir. Ça n'a pas dû lui venir à l'esprit, parce que je pense qu'elle le percevait comme une marque de soutien à notre égard, à mon égard aussi. Je m'en suis senti pas dépossédé, c'est un peu fort comme mot, mais en tout cas, j'aurais préféré être seul et pouvoir lui parler même à haute voix. Je lui ai un peu parlé dans la tête. Mais voilà, le fait qu'il y ait des personnes autour faisait que j'étais encore plus intimidé par sa dépouille.
jour de l'enterrement donc est arrivé assez vite après la visite au funérarium et ça a été un moment aussi assez intense. Mon souvenir de l'enterrement est moins clair que le souvenir que je peux avoir de la visite au funérarium ou même de l'annonce de son décès. Je suis moi-même étonné que ce soit pas un moment qui soit imprimé de manière plus nette dans ma tête. Je me souviens surtout de la sortie de l'église, de ce moment où vraiment on marche dans l'allée, où on suit le cercueil, avec mon père dedans, enfin de me dire que c'est mon père dans cette boîte et qu'on est en train de le suivre pour aller au cimetière, pour la mise en terre. Au moment où on commence à descendre le cercueil, ma mère vraiment s'effondre, elle est à côté de moi, je pense que je lui tiens le bras et elle a ce mouvement d'abattement et de larmes assez effroyable et je sais que ça me glace et qu'à ce moment-là, je me dis: «Ah bah tiens, mais je pourrais sauter avec lui, quoi». Enfin, je suis pas très loin du trou où va être, enseveli le cercueil et j'ai cette idée un peu dans la tête, qui est pas vraiment une pensée suicidaire, quoi, je j'irai pas jusque-là, mais ce truc un peu absurde de se dire: «Ah tiens, et si je sautais, quoi, avec lui?» Et même ne serait-ce que pour retarder la mise en terre, quoi, de si je me retrouvais, voilà, sur le cercueil comme ça et que ça retarderait un peu le moment où on ne le verrait plus. Et puis, la minute d'après, bah, on a fait un apéro, on peut dire ça comme ça. On était tous en extérieur, dans un parc, assez sympa de la ville dont je suis originaire. Il y avait vraiment tous les amis de mes parents, et je sais que très vite, je suis retourné dans la vie. J'avais des pensées assez futiles, j'étais assez contrarié par, ma tenue. J'aurais bien aimé mettre, une robe, plus sympa, plus festive. J'ai ressenti beaucoup de compassion dans mon entourage, notamment scolaire. J'étais en 6e au collège, une grande partie de mes enseignants est venue à l'enterrement, même des profs avec qui j'avais pas le sentiment d'avoir d'affinité avaient fait le déplacement, donc c'était touchant. Et surtout ma prof de français, qui était aussi ma prof principale, avait eu la délicatesse de demander aux élèves de la classe qui le souhaitaient de m'écrire un petit mot. Elle avait vraiment annoncé solennellement à la classe que voilà, le papa de Léa est décédé, ce qui avait beaucoup ému mes camarades. C'est des petits mots que je conserve, que je relis même parfois, et ça, c'était très intelligent de sa part. J'ai trouvé sa réaction élégante et empathique. Au décès de mon père, j'avais vraiment besoin qu'on s'intéresse à ma situation, qu'on la prenne en compte, qu'on prenne en compte mon chagrin, les difficultés que j'éprouvais. C'est sûr que d'autres personnes vont préférer être discrets, et peut-être par peur de ne plus être considéré comme un enfant normal, voilà, comme les autres, d'être un peu mis à l'écart du groupe, quoi. Moi, j'avais pas vraiment cette crainte-là. J'étais en souffrance et toute manifestation d'empathie était la bienvenue, donc je pense aussi que mon enseignante s'était adaptée à ma personnalité. C'était ma prof principale, elle connaissait quand même ma sensibilité, notamment à l'écrit, aux mots, et je pense elle m'a bien cerné. Une semaine après le décès de mon père, j'ai eu cette parole un peu, bon, que je pense qui est assez spontanée. Et il y a une semaine, je voyais papa vivant pour la dernière fois. J'ai dit ça et mon ami s'est un peu énervé après moi. Si tu dis ça toutes les 2 minutes, t'auras 1000 et une occasions de dire que c'était il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an. Enfin voilà, elle avait été un peu brutale, pensant bien faire, j'imagine, en me disant allez, faut se ressaisir. Je m'étais sentie fautive un peu. Je m'étais dit elle a raison, quoi. Et effectivement, par la suite, en fait, le sujet est vite passé sous le tapis. J'en parlais très peu, bizarrement, par rapport à ce que j'en fais aujourd'hui, où j'ai des projets divers à propos de cette histoire. J'ai vite arrêté d'en parler, j'en parlais vraiment à des personnes choisies, triées sur le volet. Enfin, c'était vraiment une marque de confiance et d'affection, donc je faisais parfois le grand récit de ce qui m'était arrivé, mais très ponctuellement à des amis choisis. Pour moi, j'étais redevenu quelqu'un de normal, je me vivais pas comme une enfant en deuil prolongé, quoi. C'était arrivé, j'avais été triste. À partir du moment où j'ai repris l'école, une semaine après, c'était plié, quoi. Je voyais une psy, et du coup, pour moi, c'était assez cloisonné, quoi. Il y avait l'espace de la thérapie, où effectivement c'était un sujet, et je pouvais en parler. Mais j'ai plus vécu un peu le deuil de ma mère. Pour elle, c'était compliqué, ça la mettait en difficulté dans ses relations sociales, professionnelles, parce que elle était très triste. Je pense elle traversait des épisodes dépressifs réguliers, où parfois elle allait pas réussir à aller au travail, ou alors elle allait être avec des amis et se sentir très triste tout d'un coup, et ses amis allaient un peu aussi la secouer en disant non mais c'est bon, là ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, faut passer à autre chose. Donc les jugements un peu malveillants quant à ce que devrait être un deuil et quelle devrait être sa durée, je les ai plus entendus vis-à-vis de ma mère que de moi.
J'ai pas eu vraiment le sentiment de devoir sauver ma mère. Elle était pas à sauver, mais je souhaitais en tout cas être un appui pour elle. De mes 11 à 18 ans, j'étais son interlocutrice privilégiée. J'étais la personne qui écoutait ses confidences au cours des repas, dîners. Voilà, elle se confiait à moi aussi quant à ses difficultés, qu'elles puissent être financières, professionnelles, amicales parfois. Je me sentais adulte alors que je n'en avais pas l'âge, entre guillemets. J'ai quitté la maison à 18 ans pour aller faire mes études supérieures à Paris. Et lorsque je suis entré en 2e année, ma mère a appris qu'elle avait une rechute de son cancer. Parce que, pour la petite histoire, elle était tombée malade d'un cancer bien avant mon père. Mais elle avait guéri, contrairement à lui. Et donc là, ce cancer revenait une dizaine d'années plus tard, alors que j'étais donc étudiante. J'étais en pleine période de partiel. Et un soir, je faisais une fête dans ma coloc. Il y avait beaucoup de musique, beaucoup de bruit. Et là, je vois son nom s'afficher sur mon téléphone à 23h30. Et là, je me dis, oula merde, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Je décroche, déjà un peu craintive. Elle parlait en sanglotant et elle m'a dit, Léa, j'ai un cancer. Et là, à nouveau, une réaction similaire à celle que j'ai eue quand j'ai appris la mort de mon père. C'était comme si elle était déjà morte, pour moi. Immédiatement, je me suis dit, elle va mourir. C'est fini. La maladie est revenue, elle va pas s'en sortir une seconde fois, c'est fini. Elle m'a rien expliqué sur le coup, mais vu sa manière de me l'annoncer, le ton de sa voix, je sentais que c'était vraiment très très grave. Elle était très attachée à ce que je poursuive mes études, quoi. Elle m'a dit, attends, là, t'as tes partiels, tu viens dans une semaine, quand les partiels sont finis, c'est bon, voilà. Elle m'a vraiment ordonné ça, alors que ma réaction spontanée, naturelle, c'était de tout planter, et de juste aller la rejoindre et être auprès d'elle, quoi. Et effectivement, quand je suis allé la rejoindre, là, à un moment, on s'est retrouvés, et là, elle m'a dit, voilà, les os sont atteints, il n'y a pas d'espoir, quoi. Je suis en études supérieures à Sciences Po, qui est une grande école, donc c'était des études assez intenses, pas faciles. Et là, j'ai eu de la chance aussi d'être dans une école qui a quand même été à l'écoute, et qui a accepté d'aménager mon emploi du temps, de manière à ce que j'ai un 2e semestre plus allégé. J'ai eu la chance d'avoir ce soutien éducatif-là, parce que sinon, voilà, ça aurait été très dur de gérer ces études et la fin de vie de ma mère. C'est vraiment à la fin de mon 2e semestre que l'état de ma mère s'est vraiment dégradé. Elle a presque veillé à surtout ne pas mourir avant et que le semestre se passe bien. Et enfin, ça m'étonne pas d'elle qu'elle se soit attachée à tenir. Mais ma mère, je venais à son chevet, je voyais à quel point son état se dégradait, elle était sous morphine, elle perdait un peu conscience du fait des traitements très lourds. Et j'étais un peu impuissante, il n'y avait pas de médiation de prévue par le personnel soignant entre elle et sa famille et ses filles. Ça, c'est un regret d'avoir assisté à ça, et en même temps, ma mère était aussi dans un déni assez fort de sa mort à venir. Elle voulait surtout pas mourir. Elle voulait continuer de mener à bien l'éducation de ses filles jusqu'au bout. Et donc effectivement, comme elle était en plus dans un refus de mourir, c'était compliqué de lui proposer un accompagnement de fin de vie. Enfin voilà, le mot fin de vie, elle voulait pas l'entendre. Donc ça a pas rendu les choses très simples. Le deuil de mon père et de ma mère, je les ai vécus très différemment. Déjà, ils sont survenus à 2 âges extrêmement différents. Pour mon père, j'étais préadolescente, pour ma mère, jeune adulte. Et pour mon père, j'avais le bénéfice d'être une enfant, d'être considérée encore comme une enfant, et donc d'être très entourée, et j'avais la vie devant moi. Pour ma mère, j'étais vraiment dans une phase de construction de mon identité, de ma vie future, de ma vie professionnelle. Ça a rendu les choses extrêmement complexes. Et puis j'étais fragilisée aussi par le précédent deuil que j'avais vécu, que j'avais ressenti un peu à retardement. En démarrant mes études supérieures, j'ai été dans des états émotionnels assez douloureux, compliqués à gérer, notamment en lien avec mes premières relations amoureuses, où voilà, j'avais des angoisses d'abandon très forts. Tout le monde vous dit tout le temps, mais maintenant la roue tourne, t'as eu ta dose de malheur pour toute ta vie, t'es tranquille. Et du coup, quand la même chose vous arrive à nouveau, dans des circonstances semblables avec le cancer, la maladie, la fin de vie, on se dit mais c'est pas possible, c'est un cauchemar en fait. En fait, le pire peut m'arriver 2 fois. Donc potentiellement, il peut m'arriver aussi une 3e. Enfin voilà,
Ouais, aujourd'hui, je me suis reconstruite, je vais bien, je suis en bonne santé mentale maintenant, parce que j'ai fait du chemin, mais je devrais vivre toute ma vie avec quand même cette espèce de trauma et de crainte. Je peux pas vous dire aujourd'hui que j'ai pleinement confiance dans ce que l'avenir me réserve, c'est faux. Je J'aimerais avoir cette posture-là, mais il y a quelque chose en moi qui a vraiment été brisé, au décès de ma mère où cette confiance-là, je suis pas certaine, de la retrouver pleinement. J'ai un souvenir beaucoup plus net des obsèques de ma mère, aussi parce que j'étais plus grande et que je l'ai organisé. C'était un peu une succession de gags, cet enterrement, enfin j'ai beaucoup rigolé. C'était déjà plus sympa que les obsèques de mon père, parce que, il y a eu plein de petites successions de choses saugrenues. À la mise en bière, ils ont accolé donc la plaque, sur le cercueil avec l'identité de ma mère et ils l'ont vraiment orthographié son nom de famille, mais n'importe comment quoi. Enfin ouais, genre, c'était incompréhensible et moi j'arrive à la mise en bière alors que j'étais quand même assez stressé par ce moment et je vois ça, j'étais là, bon, je dis à l'employé des pompes funèbres: «Non mais c'est pas son nom de famille, enfin, je suis désolé, hein, mais» en soi je m'en fous, mais bon. J'ai un souvenir aussi, assez drôle parce que je lisais donc un psaume face à l'assemblée et j'avais ma sœur en ligne de mire et la femme laïque qui officiait, psalmodiait à la fin de mes phrases et elle chantait pas très juste. Et je regarde ma sœur qui avait vraiment, sa petite bouille avec, ses grands yeux et qui contenait son fou rire et du coup j'ai pas pu contenir le mien, face à tout le monde. Et en même temps j'aimais bien que le rire puisse être un peu présent, enfin, ma mère était quelqu'un d'assez cocasse et taquin. Enfin, elle était un peu comme ça, elle aimait bien rire quand il fallait pas rire, quoi. On a passé des morceaux qu'elle aimait. C'était plus personnalisé que pour mon père. Je pense que ça lui aurait plu, qu'elle a dû passer un bon moment d'où elle était. Et donc c'était assez apaisé, ces obsèques. J'ai été pris sous l'aile de certaines personnes, j'ai vraiment la chance d'avoir une famille, de cœur, on va dire. Les amis de mes parents ont toujours été très soudés autour de nous, donc ça je l'ai toujours senti enfant et au décès de ma mère, là effectivement il y a certaines personnes, notamment un couple d'amis et aussi une femme, avec qui j'ai un lien familial un peu éloigné, par alliance, mais il se trouve que quand je suis arrivé à Paris, ma mère, a fait en sorte que je puisse vivre chez cette femme qu'elle connaissait, pratiquement pas, hormis qu'il y avait ce lien, familial par alliance, mais elle savait, de réputation qu'elle était très, gentille et généreuse et qu'elle vivait à Paris et donc elle m'a accueilli effectivement, pour vivre avec elle, mes premiers mois parisiens et en fait ça nous a énormément soudés, elle et moi. C'est vraiment mon mentor. C'est un peu la personne que j'appelle, dès qu'il m'arrive un truc, important, et un modèle aussi. C'est ma mère en plus qui m'a un peu placé sous son aile et effectivement quand elle est décédée, bah, ça n'a fait que renforcer, ce «mentorat» entre guillemets, enfin et cette proximité, je pense qu'elle aimerait pas que je dise une seconde maman parce que voilà, c'est pas ça, mais en tout cas un soutien et un appui, inestimable, puis aussi un autre couple d'amis de mes parents aussi qui justement n'ont pas pu avoir d'enfants et du coup, eux aussi je les appelle, quand je parce que ça c'est, on n'en parle pas beaucoup, mais ce truc d'entendre les gens, appeler leurs parents à tout âge, ça c'est horrible. Enfin, parce que vous êtes là et vous entendez, votre collègue, là, de 40 ans qui appelle sa maman et qui se plaint, parce que c'est trop dur la vie et et vous êtes là derrière votre bureau, en train de de grincer avec vos ongles sur le bureau et enfin voilà, c'est vrai que ça, ce truc de pas, «Ah bah tiens, je peux pas appeler ma mère, je peux pas appeler mon père». Du coup, il y a quand même des personnes que je peux appeler, mais ça reste, pas la même chose. J'ai eu envie de reconstruire ma famille, quasi tout de suite et malheureusement pour moi, c'est un chemin plein d'embûches. J'ai rencontré mon conjoint, enfin rencontré, on s'est mis en couple, 3 jours avant le décès de ma mère. C'est mon mari maintenant, ça va faire 8 ans, qu'on est ensemble et c'est vrai que moi j'ai tout de suite eu envie de fonder une famille avec cet homme assez vite alors que j'étais encore en études, donc lui était un peu là, «Bon, on se calme, finis tes études». Je voulais un peu reconstruire à l'identique, la maison, le chien, le jardin,
le mari, la déco. Et puis là, aujourd'hui, on peut enfin, entre guillemets, passer aux choses sérieuses et vraiment concrétiser ce projet, et là, ça ne fonctionne pas. Le drame actuel pour moi, c'est que j'ai un peu le sentiment que ce droit-là m'est un peu refusé arbitrairement, parce que biologiquement, il y a pas de raison que ça marche pas, et pourtant, ça vient pas. Déjà, accepter ces 2 décès-là, c'était pas facile, donc accepter en plus de pas avoir de famille à soi, c'est quand même pas juste. Je dirais que je suis très en lien avec eux via les photos, parce qu'on a beaucoup de photos de famille, et moi en l'occurrence je travaille sur un projet de film documentaire où j'ai été amené à vraiment collecter beaucoup d'archives photos de leur vie. Et donc là j'ai passé les 6 derniers mois à faire des albums, ça a pris 1 milliard de temps, enfin c'était très très long et laborieux, mais quand j'ai envie de me connecter un peu à eux, j'hésite pas à me plonger un peu dans les photos, enfin beaucoup. Les choses que je les fais avec d'autant plus de cœur et de niaque que j'ai le sentiment de vivre un peu pour 3, quoi, enfin de vivre pour eux aussi. J'ai pris l'habitude en voyageant de ramener des petits magnettes de musées, enfin que je trouvais dans des lieux touristiques, que ce soit des tableaux de musées ou des photos de lieux, et je les colle sur la stèle. C'est un peu comme s'ils voyageaient avec moi. Et j'aime bien la customiser, mettre des fleurs aux différentes périodes de l'année. Enfin, j'aime à Halloween, je vais mettre une citrouille, à Pâques, une composition de Pâques. Voilà, j'aime bien que, tant qu'à avoir cet espace-là, j'aime bien le personnaliser et l'investir. Je me suis mariée dans l'église où les obsèques de mes parents ont été célébrés. Je me définis pas comme croyante ou comme étant pleinement dans la religion catholique, mais en tout cas, j'avais à cœur d'être près d'eux pour ce passage important de ma vie, et du coup, pour moi, ça passait par le fait d'avoir une cérémonie spirituelle dans ce lieu important. Et effectivement, il y a une photo de moi en robe de mariée à côté de leur tombe, parce que après la cérémonie à l'église, j'ai proposé aux invités qu'ils souhaitaient qu'on se rende au cimetière qui est à 5 minutes, juste pour leur rendre une petite visite de courtoisie. Et puis j'ai rechanté la chanson que j'avais chantée aux obsèques de ma mère a cappella à côté de leur tombe. La boucle était bouclée, c'était aussi se dire que voilà, le lieu où le pire s'était produit, entre guillemets, pouvait être un lieu où de belles choses pouvaient arriver aussi. J'ai une petite frénésie de peinture de deuil, de tatouage, hommage à mes parents, mais pas que. J'ai toujours eu envie de me tatouer, et c'est vrai que quand j'ai eu l'occasion de faire mon premier tatouage à la majorité, j'ai eu envie qu'il rende hommage à mon père. Et donc c'est un lettrage vraiment qui reprend son écriture, une phrase de Pina Bausch qui est « Danser, danser, sinon nous sommes perdus ». Voilà, une phrase qui me touche personnellement, et j'avais envie que ce soit dans son écriture. Et ma mère m'avait fait promettre que ce serait le dernier pour toujours. Sauf qu'elle est décédée 1 an après, et du coup elle était plus là pour me surveiller, donc j'en ai fait d'autres. En hommage à elle également, un lettrage aussi avec son écriture également, une phrase de Nietzsche autour de la danse aussi. Et j'ai aussi la réplique d'un bracelet autour du poignet que mon père avait acheté en prévision de l'offrir à la femme de sa vie, qui fut en l'occurrence ma mère. Maintenant, ils sont invisibles, ils ne sont plus sur la terre, mais ils sont gravés dans ma peau, quoi. On est en permanence connecté, c'est rendre visible, effectivement, leur présence qui n'est plus visible par les yeux. C'est un petit talisman, quoi. À la fois comme un talisman protecteur et une marque d'accompagnement. Si vous avez été touché par cette histoire, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous pourrez aussi retrouver d'autres articles sur la mort et le deuil sur le site happyend.life ou sur osirp.fr. Enfin, convaincus qu'il est primordial de libérer la parole sur ces sujets, nous avons créé les Orphelinades, des rencontres autour d'un verre dédiées aux jeunes adultes ayant perdu leurs parents. Si vous êtes intéressé ou tenté par l'aventure, retrouvez toutes les infos sur happyend.life.